Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission sur la chaîne YouTube de ma Ligue 2. Je suis Julien Parisot, journaliste, ravi de vous retrouver pour cet avant-match. Voilà, format un petit peu changeant, un petit peu particulier avant cette sixième journée de Ligue 2 qui se déroule en semaine. C'est la première de la saison qui a à se jouer un mardi soir. Tous les matchs dans un multiplex, les 9 matchs en simultané à partir de 20h30 ce mardi 24 septembre 2024. Voilà, super moment pour aller voir du football, même si forcément les supporters vont faire un petit peu la tête de devoir se rendre au stade juste après le travail. Peut-être que pour certains, ce sera plus compliqué, surtout pour les déplacements notamment. En tout cas, le championnat qui continue d'avancer et qui entre un petit peu voilà, dans un peu son rythme de croisière avec des formes, des dynamiques qui commencent à s'installer un petit peu pour chacun des clubs et des tendances, voilà, des trajectoires qui se dessinent. On va analyser tout ça ensemble. Je suis accompagné de mes collègues, Étienne Comte. Salut Étienne. Salut Julien. Et Karel Vec qui est avec nous aussi, qui va pouvoir aussi analyser cette sixième journée et bien sûr un petit peu rapidement le classement après la J5. Salut Karel. Salut Julien, salut Étienne. Voilà, alors cette émission, on va la diffuser juste avant les matchs, donc si jamais vous n'avez pas le temps de la voir, c'est pas trop grave. On continuera aussi les émissions un peu tous les mardis, voilà, régulièrement de cette façon-là. C'est vrai que là, le timing est un petit peu limite, mais on va essayer de trouver des choses intéressantes à dire juste avant justement cette sixième journée et de changer un petit peu de format, pas de faire de top flop vraiment, même si on va quand même parler un petit peu des gros événements, on va dire, de ce vendredi et de ce samedi dernier, notamment le fait que Bastia est le nouveau leader de la Ligue 2. Voilà les gars, c'était pas forcément ultra prévisible non plus. Moi, je les avais mis dans mes potentielles surprises en début de saison, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'ils soient encore invaincus après 5 matchs. Mais voilà, Bastia, aidé un petit peu par le calendrier, puisqu'ils ont enchaîné 2 réceptions d'affilée, enchaîne les matchs sans perdre et vient de battre le Paris FC. C'est pas rien, les gars. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur cette dernière rencontre, cette rencontre de la J5. C'est surprenant parce que Bastia, comme on le sait, voilà, ils n'ont pas réussi tout à fait leur fin de mercato, comme ils n'ont pas pu recruter un attaquant. Ils font avec les moyens du bord. C'est pas évident parce que c'est une équipe qui a marqué que 5 buts, comme on peut le voir sur le classement. Et pourtant, voilà, c'est une des 2 dernières équipes invaincues avec Metz. Donc, bon an, mal an, voilà, ça fait le travail. Bon, je vois pas cette équipe rester très longtemps en haut du classement. Enfin, ceci dit, l'année dernière, on a dit ça très, très longtemps avec Laval et on a bien cru qu'ils allaient y rester jusqu'au bout. Donc voilà, Bastia, je crois qu'ils peuvent être très satisfaits de ce début de saison qui est au-dessus des attentes, clairement. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Grégory Poirier, quand je l'avais interviewé, qui me disait que, en fait, quand tu commences une saison, c'est un peu la dynamique des premiers matchs qui va déterminer un peu ce que tu fais après. Si sur les 10 premiers matchs, tu perds qu'une seule rencontre et tu es dans le top 5, bon, forcément, tu n'as pas les mêmes objectifs que si tu commences avec une ou deux victoires sur la première tiers. Donc, ouais, non, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, bravo au Bastia. Et l'inquiétude qui commence à poindre du côté du Paris FC. Karel, voilà, 2 défaites contre 2 concurrents directs, on va dire, à la montée. D'abord contre le FC Metz, qui est un concurrent annoncé pour les premières places, mais du coup contre Bastia, qui joue aussi très bien en ce début de saison. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les Parisiens, à ton avis ? C'est peut-être encore un peu tôt, mais c'est vrai que le fait que ces 2 défaites arrivent contre des équipes, du haut de tableau, amène, à s'interroger sur, la capacité du Paris FC à lutter avec, les grosses équipes du top 5, même si, voilà, on vient de le dire, Bastia est peut-être un peu une surprise de ce début de saison, mais Metz, c'est un concurrent direct et tu peux déjà considérer que, tu as perdu cette première confrontation chez toi, c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Je pense que c'est encore trop tôt aussi pour s'inquiéter. Par contre, on peut déjà dire que c'est des points qui peuvent coûter cher d'ici la fin de la saison et auxquels le Paris FC pensera si jamais il y a échec, si jamais il y a je sais pas, une deuxième place peut-être qui est ratée de quelques points directement à la lutte avec le FC Metz. Maintenant, comme l'a dit aussi Stéphane Gilly en conf,
il faut réussir, sur, ce genre de rendez-vous contre Bastia où le scénario est très particulier, Mmh. où il y a beaucoup de tension aussi, à mieux gérer tes émotions parce que tu as un groupe, certes qui a de l'expérience, qui doit apprendre, à vivre ensemble, à évoluer ensemble l'objectif monté est nouveau pour le Paris Mmh. FC aussi. Toute cette attente et toutes ces ambitions aussi donc voilà, tout ça faut l'appréhender, d'une nouvelle manière. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'ils ont passé un cap. On s'attendait à chaque fois à ce que Paris soit dans les favoris pour monter, mais cette année, vu les moyens qui ont été investis et les recrues de grande classe sur le papier, voilà, on s'attend encore un petit peu mieux du Paris FC que simplement faire les playoffs, donc c'est normal d'être exigeant. On a parlé de Bastia qui était, certes, marqué peu de buts, tu l'as dit, Étienne, avec 5 buts seulement, mais on a concédé que 2, je crois. Oui, c'est ça, c'est la meilleure défense du championnat à ce stade. Et l'inverse, c'est la meilleure attaque, Guingamp, 12 buts marqués, 7 buts encaissés, c'est quand même beaucoup pour une équipe qui est classée deuxième. Et justement, ce mardi soir, c'est un Paris FC Guingamp qui se profile. Gros match en perspective de clubs qu'on attendait un petit peu plus tôt en haut, même si Guingamp a des ambitions plus modérées, normal, avec ses moyens plus limités. Est-ce que c'est pour vous l'affiche de ce multiplex du 24 septembre? Je pense, ouais. Je pense que Ouais. c'est l'affiche, même si, tu as aussi, bah, un Dunkerque-Bastia qui au vu des Mm. bon, sur le papier, c'est pas forcément le choc auquel on va penser, mais au vu des dynamiques du moment qui est quand même intéressant parce que Dunkerque est sur 3 victoires, Ouais. consécutives aussi et Bastia est invaincu comme on l'a dit, mais ce Paris FC Guingamp, moi je trouve qu'il fait sacrément envie. Entre le Paris FC, on l'a dit avec des ambitions de montée directe nouvelle, une sacrée armada et Guingamp, qui impressionne, qui est la meilleure attaque de ce début de saison donc je pense que c'est vraiment le choc, de cette Mhm. journée, ouais. Ouais, et donc tu as bien fait d'en parler. Dunkerque, qui est sur 3 victoires consécutives, voilà, Étienne. Alors c'est pas toujours très bien maîtrisé, hein, comme on a vu la remontada du Paris FC à la deuxième journée. Là, c'est Pau qui a failli effectivement ramener un point, alors que Dunkerque avait fait une première mi-temps vraiment exceptionnelle presque. Voilà, il va falloir un petit peu plus de stabilité pour prétendre à plus. N'empêche que 9 points après 5 journées pour un club comme Dunkerque, on sait bien qu'ils aimeraient bien se maintenir un petit peu plus tranquillement que l'an dernier, mais quand même, c'est un départ canon, quoi. Ouais, 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 comme on peut le voir, il y a pas beaucoup d'équipes qui sont sur 3 victoires d'affilée. Il y a même qu'eux, dernièrement. Donc, et encore, bon, c'est vrai que la fin de match a été difficile contre Pau, Mm. vendredi dernier, mais quelle équipe passe des matchs tranquilles contre Pau, en fait? Pau T'as raison. enflamme les matchs, donc que Dunkerque ait réussi, voilà, à les surpasser et à conserver le résultat en fin de soirée, c'est quand même très bien pour eux. Mhm. Non, bah, voilà, ils font un début de saison qui est plutôt, je dirais, dans la lancée, de la fin de saison dernière. Mhm. Voilà, avec un effectif qui a gagné en expérience. Sasso, c'est vrai qu'on ne le connaît pas énormément parce qu'il a passé beaucoup de temps à l'étranger, mais il Mhm. est très solide. Ah ouais. Bamou, lui, on le connaît pour le coup, voilà, des valeurs sûres. Skita, qui était monté avec Toulouse, même si à l'époque, Jouait peu à il l'époque, ouais. était, il était remplaçant, mais voilà, c'est quand même plus solide qu'au début de saison dernière et Ah ça oui. se voit. En plus, voilà, le jeu de Luis Castro Mhm, mhm, mhm. continue à se développer de façon assez sympathique. Donc, pour l'instant, il y a pas, voilà, on s'inquiète pas pour le maintien de Dunkerque. Peut-être qu'ils vont réussir à faire une bonne saison en milieu de tableau, là, comme ils sont en ce moment, et je pense que ce sera déjà pas mal pour eux. Mhm. Effectivement, ben, c'est vrai que c'est difficile de vraiment s'inquiéter pour l'USLD au début de saison, surtout qu'on voit des équipes comme Marty qui s'est pris 4-0 contre Grenoble. Alors ça, c'est vrai que ça s'est dessiné plutôt en fin de rencontre après l'expulsion, enfin pas en fin de rencontre, mais en deuxième mi-temps, après l'expulsion de Solvay, juste avant la pause. Et puis le Stack, qui est vraiment très, très, très inquiétante. Je ne sais pas si, Karel, tu as eu l'occasion de regarder un replay ou de regarder le match Marty-Grenoble pardon, en entier. Bon, est-ce que pour toi, c'est un score qui est très sévère? Est-ce que tu penses que Martigues, après avoir déjà pris 3-0, je crois, à Pau la semaine précédente, voilà, là, il y a quand même des résultats un petit peu inquiétants qui s'enchaînent. Pour toi, c'est pareil dans le contenu ou c'est. Bah, je pense que contre Grenoble, c'est pas que c'est sévère parce que sur la deuxième mi-temps, le GF38 profite bien de sa supériorité Ouais. numérique et Martigues, lâche peu à peu. Par contre, je trouve que c'est trompeur,
et que effectivement là le carton rouge est vraiment l'élément déterminant. On sait que parfois avec un carton rouge, l'équipe qui bénéficie de la supériorité numérique a du mal à trouver la solution. Parfois le fait que l'équipe soit à 10 fait que le bloc est difficile à bouger, fait que c'est très resserré. Là pour le coup Martigues a vraiment explosé en vol en seconde période, mais par contre en première période il me semble que Grenoble n'avait pas cadré de tir, que les grosses occasions étaient à mettre à l'actif de Martigues pour le coup, avec notamment une parade de Diop sur une tête croisée. Donc peut-être qu'à 11 contre 11, voilà, ça aurait été différent, on le saura jamais. Mais sur cette première période, Martigues pouvait espérer accrocher le GF38. Maintenant, c'est le genre de détails qui font la différence et te mettent dans une dynamique plus compliquée que ce que ça aurait pu être si tu étais allé chercher un résultat positif contre une équipe comme Grenoble. Et du coup, un autre match qui a aussi intéressé en bas de tableau, c'est le duel entre Rodez et Troyes, qui avait à eux deux 1 point en 4 journées. Bon voilà, Rodez en est sorti victorieux, 3-0 au Stade de l'Aube. Est-ce que ça aussi c'est cher payé pour les Stacks, ou est-ce que on doit s'inquiéter vraiment pour les Troyens qui, on le rappelle, ont été repêchés quand même assez tard et qui ont eu une préparation bien plus compliquée que d'autres clubs? Alors, je ne sais pas si on doit s'inquiéter pour les Troyens, mais une chose qui est certaine, c'est que les Troyens, et j'entends par là les habitants de Troyes, ils s'inquiètent tout seuls déjà, ils n'ont pas besoin de nous. Comme on en parlait juste avant l'émission, j'ai eu l'occasion de regarder la conférence de presse de Stéphane Dumont qui s'est déroulée hier. Et c'est vrai que le ton des questions de la presse locale, voilà, on sentait une grande anxiété. Et c'est normal parce que les Stacks sortent de 2 saisons qui ont été catastrophiques en Ligue 1 puis en Ligue 2. Et ça n'a pas l'air de repartir sur une meilleure dynamique. C'était vraiment le match à ne pas perdre vendredi contre Rodez, contre la seule autre équipe qui n'avait jamais gagné. La seule autre équipe qui était en bas de classement, je veux dire. Il y avait d'autres équipes qui n'avaient pas encore gagné. Mais en tout cas, voilà, c'était le match de l'angoisse. C'était quand même équilibré en début de rencontre. Et puis Troyes a complètement explosé défensivement dans la deuxième partie. Stéphane Dumont continue de parler du fait de se laver la tête, de passer à autre chose, mais manifestement, la nouvelle ère troyenne n'est pas arrivée. On continue de s'inquiéter, de ressasser le passé ou je ne sais quoi encore, mais en tout cas, on n'y est pas encore. Et là, donc, Troyes va à Annecy qui se porte quand même beaucoup mieux, et ça commence à devenir très inquiétant. Tu l'as dit, et j'aimerais d'ailleurs souligner que Troyes n'a marqué qu'un seul but en 5 journées. Alors que franchement, c'est pas le secteur offensif est pas spécialement faible. Hein, on va dire. On en parlait avant l'émission, mais Rafiki Saïd, il a beau avoir enchaîné 2 relégations avec Nîmes et Troyes, c'est quand même un joueur qui est capable de donner ses passes décisives et ses buts régulièrement en Donc championnat. aussi, c'est fort sur l'autre côté, mais au poste d'avant-centre, il n'y a peut-être pas non plus la référence, parce que voilà, Jaurès Assoumou, il sort quand même de quelques prestations compliquées. Alors Assoumou, je crois qu'il joue côté droit, Assoumou, maintenant, parce que c'est Irié qui joue en pointe à sa place. Voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Mais oui, Irié, c'est pas une référence en Ligue 2 du tout. Il a fait une demi-saison en nationale de très bonne facture avec Dijon. Il a un super potentiel, mais c'est pareil, c'est pas une référence comme tu pouvais avoir un Ripard voilà. C'est sûr que il va falloir un petit temps d'adaptation. Et c'est vrai qu'un seul but en 5 journées, bon, il y a de quoi s'inquiéter pour les Troyens. Annecy qui pour le coup continue voilà sur une belle dynamique. Moi, je les vois pas gagner à Troyes. Enfin, à Troyes, je ne vois pas gagner à Annecy. Même si Annecy a chuté quand même contre Martigues il y a quelques semaines, on s'en rappelle, sur un score lourd, c'était 4-2, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. 4-2. Ouais, mais là, je les vois pas faire le coup à Annecy, perso. Est-ce que Non. Non, moi non plus. Moi non plus. Je pense qu'ils seront très contents de faire un match nul à l'extérieur pour essayer de se rassurer un peu, mais là, dans l'immédiat, il n'y a pas grand-chose de rassurant. Ouais. Le problème, en plus, c'est que outre Annecy, la suite du calendrier est vraiment compliquée pour Troyes. Donc on se demande quand est-ce qu'il va y avoir la performance. En fait, s'ils arrivent à se relancer, ça sera sûrement une performance notable qui va leur permettre d'enclencher la machine. Mais là, dans la forme actuelle, Annecy là-bas, et ensuite c'est Metz, Dunkerque, le Paris FC, Caen, Pau.
Ouais, Là, dans l'immédiat, là, après les formes des autres équipes vont changer aussi. Peut-être même c'est que sûr. 3 va aller faire un bon résultat à Annecy et que ça changera Mmh. tout notre discours. Mais là, dans l'immédiat, sur ce calendrier-là, c'est quand même difficile d'envisager quelque chose de positif en termes de points engrangés pour les Stacks. C'est le match à pas rater, en tout cas pour 3. Il faut Ouais, ramener des points je pense. absolument voilà, du Stade des Alpes. Est-ce qu'il Parc en des va Sports. de pardon, Parc des Sports, oui, non, je suis complètement à côté de la plaque. Non, Stade des Alpes, il sera pas du tout occupé ce week-end puisque c'est ce mardi, puisque c'est Ajaccio, Grenoble. Pour moi, ça va être un match super serré et je vois même pas de vainqueur dans cette rencontre. Dites-moi, contredisez-moi si voilà, mais je pense que ça va être compliqué pour l'une ou l'autre des formations de se départager. Sachant que Grenoble est très bien classé quand même. Ils font un super début de saison. Ils sont à la 3e place, tout simplement. Marquent beaucoup de buts. Voilà, c'est un peu biaisé par le 4-0 contre Martigues, mais voilà, il faut les mettre quand même. Et sur une bonne dynamique avec 3 matchs en défaite, 2 victoires consécutives. Mais à Ajaccio, quand même, là-bas, bon, c'est tout simplement 2 victoires sur, oui, 2 victoires sur les 2 dernières réceptions. Bon, moi, Donc, ouais, je pense que ça va être compliqué quand même pour Grenoble de s'imposer là-bas. T'en penses quoi, Étienne? de toute façon, Ajaccio a pas trop le choix vu qu'ils n'arrivent toujours pas à prendre des points à l'extérieur de façon régulière. Donc, Ouais. ouais, c'est une équipe qui vit sur ses matchs à Mhm. domicile et qui a tout intérêt à continuer à le faire. Quand même, bon, ouais, je trouve que Grenoble sort de 2 belles prestations. Bon, vous avez parlé de celle de Martigues qui était peut-être en trompe-l'œil. Mhm, mhm. Quand même, le match de Caen, il y avait quand même pas mal de choses très convaincantes. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé voilà, le match de Pape Messaba Mhm, dans une mhm. sorte d'attaquant complet. Là, il fait tout. C'est pas seulement un point d'appui. Hein, il participe au jeu, il prend la profondeur. Il est très intéressant. Théo Valls qui est Ouais. vraiment devenu le patron parce qu'avant c'était quand même plutôt Benet qui fait le jeu, mais Benet est un peu éclipsé au profit de Valls et ça marche tout aussi bien, voire encore mieux. Complètement. Donc moi j'ai assez hâte de voir cette équipe de Grenoble qui peut-être peut être une des rares à aller chercher quelque chose à Ajaccio. Ah, c'est optimiste. Tu confirmes, Karel, t'es confiant ou pas avant ce duel? À l'époque de Vincent Aignan, je pense que j'aurais misé sur le 0-0 peut-être le plus, le plus obvious de la 6e Ouais, journée. c'est clair. Là, c'est vrai que, ça fait 2 journées effectivement avec, Caen où tu marques Mm, mm, mm. 7 de tes 10 buts, et puis c'est pas Mm, un hasard effectivement comme le disait Étienne, la performance contre Caen, après avoir encaissé le premier but, c'est vraiment une domination totale, de Grenoble avec des choses très intéressantes dans le jeu. Et puis, tu as aussi, malgré, les départs, de Sbaï, malgré les départs mm. de Posto, de Bamba, tu as quand même un secteur offensif qui reste très fourni. Donc dans une semaine à 3 matchs, avoir, des joueurs comme Olaïtan, comme C'est vrai. Bangré, comme Jabari qui n'ont quasiment pas joué, ça peut Ouais, ça fait faire, du bien. une différence, et ça peut faire du bien, ouais, au moment de faire souffler un peu, sachant Mhm. qu'effectivement tu as un Pape Meissaba qui est très en forme, que tu as un Leny Joseph qui s'est remis un peu, dans le bain après, après ne pas être parti finalement à la fin Mhm. du mercato. Que tu as un Kerouédan qui a marqué son premier but aussi. C'est vrai. Donc tu as Très beau. peut-être assez d'éléments offensifs pour aller embêter Ajaccio là-bas Mhm. et, et effectivement continuer sur ta bonne dynamique. Bah, en fait, moi, j'ai trop du mal à analyser Ajaccio parce que à domicile, ils mettent jamais des cartons, mais ils gagnent. À l'extérieur, c'est bon, ils se prennent comme assez rarement des vrais volets, mais là, quand même, contre Caen, c'était compliqué, hein. Franchement, alors Après, oui, quand il y a un penalty qui est, oui, enfin, on le voit depuis la lune, quoi, que Bray bien sûr. Bray fait main. Et c'est terrible pour Ajaccio quand même, ça. Je suis d'accord, et c'est sans doute pour ça aussi que Mathieu Chabert il a adopté cette approche un peu vraiment on va essayer de conserver le 0-0 ou en tout cas le score aussi serré que possible, aussi longtemps que possible, parce que sur un événement comme ça, ben, si l'arbitrage est juste pour la CA, bah, tu ramènes peut-être un point de Caen, ce qui serait un bon résultat. Bon là ça n'a pas été le cas et franchement ils ont fait un mauvais match. Voilà, on ne peut pas dire autre chose. Ajaccio fait un mauvais match à Caen et Caen méritait la victoire sur l'ensemble de la prestation. Voilà, c'est pour ça que Ajaccio, j'ai vraiment du mal à les cerner, de savoir ce qu'ils valent vraiment. Pour moi, c'est une équipe du milieu de tableau, tout simplement, et voilà, qui va Ouais, pas je pense prendre beaucoup de aussi. points à l'extérieur et qui prendra la majorité à domicile. Quand Amiens, voilà, deuxième match d'affilée à Dornano, du coup, c'est ça. C'est ça. Ça va. Bon, là c'est le moment pour Caen de voilà,
on a mis la machine en marche. Maintenant, faut pas retomber dans ces travers. Surtout que Amiens à l'extérieur, c'est 2 défaites, je crois. Oui, c'est ça, c'est 2 défaites et d'assez lourdes défaites. Donc voilà. Est-ce que vous voyez Caen enchaîner? Je sais que les coachs, ils ont tous tendance à dire ouais, c'est dur de prendre 6 points sur 6 quand on enchaîne 2 matchs comme ça à domicile en 5 jours. Moi, je penche quand même du côté de Malherbe, et vous? Bah, plutôt du côté de Malherbe aussi, surtout qu'ils Ouais. commencent à récupérer un peu leurs blessés, ce qui leur avait fait, quand même, largement défaut sur le début de saison. Alors même si Traoré, aurait dû être sanctionné d'une main et d'un penalty, contre Ajaccio, son retour fait beaucoup de bien, à la défense caennaise. D'ailleurs, son retour coïncide avec le premier clean sheet de Caen, cette saison, Voilà. il me semble. Et puis je crois qu'il y a Mathias Autrette aussi qui peut postuler à un groupe. J'ai pas vu s'il était dans le groupe là, mais il Alors, je pourrait. crois qu'il n'y est pas. Ah, D'accord. OK. Bon, bah, ça aurait été quand même un bon retour, ça aurait été quand même un bon retour pour Caen, parce que je trouve qu'il faisait un bon début de saison, qu'il avait été plutôt bon contre le Paris FC, notamment à la première journée. Mais voilà, Caen qui commence à récupérer ses éléments. On l'a vu avec le retour de Mendy aussi contre Grenoble, Oui. en J4. Donc voilà, comme tu l'as dit, c'est vraiment le moment pour enchaîner, avoir ces 2 matchs d'affilée, à C'est Dornano, ça. sachant qu'en plus la grève est finie depuis la dernière journée. Donc un Dornano qui fait du bruit. Nicolas Seub en a parlé, il a dit que c'était vraiment passé un truc, quand les supporters avaient commencé à chanter avec ses joueurs. Donc effectivement, c'est le moment, pour lancer ta saison et oublier un peu ce qui s'est passé, au mois d'août. Mhm. Surtout qu'Amiens semble avoir le syndrome de l'ACA, donc en ce début de saison en tout cas. De très bons résultats à domicile, notamment cette victoire 1-0 contre Clermont, qui n'a pas non plus été flagrante, en tout cas sur la pelouse. C'est un match serré d'après les 2 entraîneurs. Omar Daf qui disait que Clermont avait clairement poussé les Picards dans leur retranchement, mais voilà, ça fait quand même une victoire et 9 points en 5 matchs, donc bravo aux Amiénois. Après, je sais que juste avant ça, ils étaient très inquiets après avoir pris, c'était quoi, 3-0 à Annecy. Ouais, je crois que c'était ça. Oui, c'est ça, c'était 3-0 à Annecy, ouais. Je suis bête, je peux le vérifier, non? Non, mais c'est ça. C'était ouais, la dernière ça. de Carole, je crois. Donc voilà, quand Amiens, moi je m'attends à une victoire, pas forcément grandiloquente, mais je m'attends à une victoire malherbiste. Voilà. Par contre, pour déterminer le résultat de Clermont Red Star, alors là, franchement, j'ai bien du mal à vous donner une indication, les gars. Je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aiguiller. La semaine dernière, j'avais déjà fait un petit flop sur Clermont pour expliquer que quand même, ils ne faisaient pas un début de championnat digne d'un relégué de Ligue 1 et ça continue. 3 défaites de suite. Ça devient un peu inquiétant pour Clermont. Qu'ils fassent une saison modeste de reconstruction de milieu de tableau, je veux bien, mais là, ils sont 14e. Ils viennent de perdre 3 matchs. Ils ont marqué je crois que 3 buts. 3 buts dans lesquels Henri Sévet est tous impliqué. Et, voilà, et la fois où Henri Sévet rate un penalty, forcément, voilà. ça ne suit pas derrière. Il n'y a que lui qui semble pouvoir faire une différence pour l'instant. Même si il y a quelques autres joueurs de qualité comme Baswemina, comme Konaté, mais pourtant, ça ne marche pas. Donc je suis assez inquiet pour Clermont. D'autant que le Red Star, même si c'est un promu qui perd de temps en temps, ils font quand même un début de saison honnête. Donc attention à Clermont. Très honnête, en étant notamment allé gagner à Guingamp. Ouais. Sur le score de 4-3, on se rappelle, ça peut faire un scénario comme ça, même si Clermont marque beaucoup, beaucoup moins que les Guingampais. À noter quand même, Famara Diédhiou sera disponible. Peut-être pas titulaire, j'en sais rien. Je ne sais pas à quel point. Il disait qu'il était prêt à 80% la semaine dernière avant la J5 et il n'était pas encore enregistré. Donc peut-être que là, avec quelques jours en plus de prépa athlétique, peut-être qu'il est prêt à débuter. En tout cas, il sera sans doute dans le groupe de Sébastien Bichard pour cette rencontre qui, en fait, pour moi, ça vraiment, même si le Red Star, c'est pas n'importe quel promu non plus, pour moi, si tu gagnes pas ce match-là à domicile alors que tu es sur une spirale négative, attention au syndrome de la double descente. On a vu des clubs le faire et ça peut se reproduire à nouveau. Même si, moi ce qui me paraît quand même correct à Clermont, c'est que tu as quand même renouvelé largement l'effectif, que ceux qui voulaient partir sont partis, que ceux qui sont venus, c'est des joueurs impliqués dans le projet, qui sont motivés. Donc j'ai quand même moins d'inquiétude sur le fait que sur les ressources mentales de cette équipe et sur
la fatigue, on va dire, de cette 20e place en Ligue 1 où ils ont vraiment souffert l'an dernier. Je pense que quand même c'est un groupe tout nouveau et qui se cherche encore et que c'est pour ça que les résultats sont pas encore là. Mais bon, il va pas falloir trop traîner quoi pour les obtenir. Ouais, c'est à part Sévec, d'où est-ce qu'elle peut venir à l'éclaircie pour vous vous voyez il y avait Mehdi Balouj aussi qui était en conf là, Balouj, voilà, ouais, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de la saison, qui a peut-être un profil justement pour faire des différences, pour amener un peu de dynamisme, de percussion. Mons Baswamina peut-être. Baswamina aussi, voilà, qui a mis ses buts. Qui a mis ses buts l'an passé. Et puis, en fait, tu es face à la plus mauvaise attaque de Ligue 2 avec la plus mauvaise défense de Ligue 2, pardon, avec Martigues. Il y avait un des abonnés à ma Ligue 2 sur Twitter qui réagissait à la conf de Grégory Poirier qui disait on prend beaucoup trop de buts pour le moment, c'est une évidence, et qui disait Clermont en marque pas, donc ça va être marrant. Mais justement, ça peut être le moment peut-être pour Clermont de débloquer son compteur, même si ça sera pas facile contre le Red Star qui fait tout simplement un meilleur début de saison que Clermont aussi. Donc voilà, mais après il y a de la qualité offensivement à Clermont. Maintenant, faut que ça se débloque, faut que ça clique. Faut que ça clique tout simplement, et tomber contre une défense qui est un peu en difficulté, ça peut peut-être être le moment pour les individualités et même pour le collectif, la ligne de 3 de se mettre en confiance. C'est pas exactement la même maladie, mais bon, Metz-Martigues, je m'attends à ce que les Messins gagnent enfin un match à domicile. Bon, il faut être réaliste. Là, il faut gagner, quoi. Il faut s'imposer contre une équipe qui est vraiment pas en forme, qui vient de prendre 7 buts en 2 matchs. Si Metz ne s'impose pas contre Martigues à domicile, là, il va y avoir quand même des questions à se poser, non, Étienne? Je vois pas, vu l'état de Martigues, là, comment Metz ne peut pas gagner ce match. D'accord. D'autant que les 3 premiers matchs à domicile, ils ont chacun leur histoire. Ils sont tombés contre des équipes un peu regroupées sur les 2 premiers. C'était Bastia et Laval. Contre Lorient, ils ont fait match nul contre une bonne équipe, mais c'était quand même un match assez intéressant de Metz. Donc, je leur vois pas des défauts vraiment rédhibitoires dans le jeu. Donc, je pense que ils vont finir par prendre un rythme à domicile plus en adéquation avec leurs prétentions. Donc, non, je suis pas inquiet pour Metz. Je pense qu'ils vont pouvoir faire la différence contre cette équipe de Martigues. D'autant qu'a priori, Elisor devrait revenir là, titulaire et jouer un peu plus que ces dernières semaines. Voilà, avec Sabali qui est lui déjà en très très bonne forme. Ça fait quand même un secteur offensif très prometteur. Très prometteur, effectivement. Martigues qui va sans doute appliquer le même plan de jeu que Bastia et que Laval quand ils sont venus. Donc, à voir si Metz va pouvoir un peu exorciser ses démons. Un match qu'on a identifié assez facilement comme un match à but, c'est ce Pau FC Lorient. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de dire pourquoi? Non, Pau, même quand Pau perd, au final, c'est des 3-2 avec des matchs dont on se rappellera toute la saison, voilà, comme à Dunkerque la semaine dernière. Voilà, il y a une belle dynamique quand même à Pau, même s'il n'y a que 2 victoires au final sur les 5 premiers matchs. C'était invaincu avant la J5. C'était vraiment enthousiasmant dans le jeu, avec Bobichon qui est super fort, Boutaïb, on n'en parle plus, Pathé Mboup qui aussi s'émancipe bien et qui montre des très très belles choses sur le début de la saison. Est-ce que j'en oublie Non, franchement, Pau, moi, c'est comme souvent un de nos coups de cœur. T'as parlé de Bobichon, oui, je crois. Ouais, Bobichon, non mais voilà. Ouais, mais même le Antoine Mille qui vient de National, je crois. Il fait un beau début de saison aussi. Kandé Diawara aussi, qui a marqué 2 buts, mine de rien. Ouais, non, il y a vraiment une sacrée équipe du côté de Pau, et vraiment, c'est tout sauf une victoire facile pour le FC Lorient. Là, ça peut vraiment faire un match complètement fou au Noustecamp. Vous avez un favori, vous, ou pas? Là, ce qui m'inquiète un peu pour Pau, c'est qu'ils vont pas vraiment pouvoir compter sur un essoufflement des Lorientais, parce qu'avec l'effectif qu'a Lorient, ils ont pu se permettre de ne pas faire jouer Yongwa samedi dernier. Là, ils avaient sur le banc. une équipe avec Tozin et Bamba devant, qui étaient remplaçants l'autre jour. Ils vont arriver plein de fraîcheur avec quand même une équipe super solide. Donc, ça va pas être facile pour Pau. Pau qui n'a pris
que 6 buts depuis le début de saison, ce n'est pas tant que ça pour une équipe qui est un peu feu d'artifice en permanence. Donc ouais, pour ne pas prendre de but, Pau, ça va quand même être compliqué parce que y a Lorient qui arrive avec des arguments. Ouais, et c'est deux équipes qui ont pas peur de presser très haut, surtout Lorient, on le voit à chaque fois, mais ouais, c'est vraiment. Je m'attends à une grosse débauche d'énergie et peut-être qu'effectivement l'effectif de Lorient est un peu plus en adéquation, on va dire, avec cet enchaînement de matchs. Ce sera peut-être un peu plus facile pour les Lorientais, mais qui sait ce qui peut venir. Et puis Rodez-Laval, deux équipes qui ont gagné leur premier match de la saison ce vendredi. Au stade Paul-Lignon. Rodez, on s'attendait à ce que ça vienne un jour ou l'autre. Voilà, on s'y attendait, c'était assez évident. Laval gagnait 3-0 comme ça avec un triplé de Selouki à Bauer. Perso, je le voyais pas venir. Karel, je sais pas toi, mais. Ouais, non, pas forcément. Ouais. C'est vrai que pour Rodez, c'était pas une évidence parce qu'il faut toujours réussir à aller chercher cette première victoire, mais il restait quand même sur des performances intéressantes. Le début de saison n'était pas forcément révélateur de la qualité des performances de Rodez. Alors après, on sait que l'effectif a été amputé de la plupart des éléments phares de la saison passée. Il en reste quand même quelques-uns. Mais c'est quand même une bonne chose. Face à 3, c'était vraiment le match un peu de la peur, même si on n'était qu'à la 5e journée de l'avoir remporté. Et puis Laval, qui est allé chercher cette victoire aussi au Red Star, justement. Donc c'est une très bonne chose aussi. Et Laval peut-être qui dans le contenu faisait peut-être même un moins bon début de saison que Rodez. Je trouve sur les quelques performances que j'ai vues, ça restait quand même on alternait entre le bon et le un peu moins bon quand même. Mais Laval qui a assuré l'essentiel, une belle performance. Et puis maintenant c'est quand même une belle rencontre entre deux équipes surprises de la saison passée qui sont un peu plus en difficulté, on pouvait s'y attendre cette saison, mais qui peuvent lancer une belle dynamique en fonction du résultat de ce soir aussi, donc ça va être intéressant. Exactement, et moi je m'attends à ce que l'avantage à domicile quand même donne un petit bonus au RAF quand même, qui l'an dernier était très très fort à la maison et qui aujourd'hui donc n'a fait que perdre à Paul-Lignon pour le moment. Voilà, c'est peut-être le moment aussi d'enfin lancer sa saison à domicile. D'autant que Laval est en train de faire 2 déplacements de suite pour le coup. Ça c'est difficile pour les organismes, mais c'est compliqué effectivement pour le Stade Lavallois, mais bon, mais moi je m'attends à un beau match aussi, comme pour Pau Lorient, je m'attends à un beau match pour ce RAF Stade Lavallois. Est-ce qu'il y a un match dont on n'a pas parlé, Dunkerque-Bastia? Je crois qu'on n'a pas parlé vraiment en profondeur, mais brièvement, très brièvement. Moi je m'attends à tout dans ce match-là. Vraiment, ça peut être la première défaite de Bastia sur un 3-0 avec une expulsion de chaque côté, comme vendredi. Ça peut être Dunkerque qui retombe dans ses travers et qui se fait avoir par un bloc Bastia. Franchement, mais impressionnant. Hein. Deux buts concédés. Avec beaucoup de joueurs qui connaissent pas du tout le championnat, des Guevara, Aquesson, Harris. Ils ont une expérience relativement différente chacun. Aquesson, il était quand même titulaire et capitaine du FC Versailles depuis quelques temps en national, mais Harris, il a 19-20 ans je crois, il a qu'une demi-saison en national dans les pattes. Guevara, c'était un grand prospect du championnat colombien, mais bon, il était pas non plus il n'a pas non plus des années d'expérience derrière lui. Il y a Bonnert qui tient la route aussi. Tu as Bonnert et Tavares d'ailleurs qui étaient alignés la semaine dernière en piston dans une défense à 3 ou à 5 comme vous préférez. Moi ce que j'aime bien avec ce Bastia-là, c'est qu'il sait s'adapter à n'importe quelle situation. Et je trouve qu'on a un super duel de tacticiens entre Benoît Tavenot et Luis Castro. Là vraiment c'est deux coachs qui à chaque fois ont des bonnes idées pour contrer leur adversaire et qui sont capables de donner un sacré match. Donc voilà, un petit prono, vous mouillez peut-être avant la rencontre. Il y a quelque chose que j'avais un peu oublié et que j'ai lu dans les commentaires de nos chers lecteurs sur Facebook, c'est que Dunkerque a un affront à laver. Parce que l'année dernière, Bastia n'avait pas remporté un match à l'extérieur et tout d'un coup, ils viennent gagner 5-0 à Marseille. C'est vrai.
Et c'était assez dingue. C'était au début de l'hiver, là. Et je crois qu'à Dunkerque, bon, bah, forcément, ils s'en souviennent. Et c'est quelque chose d'assez marquant. Bien sûr. Tu as parlé de toute la défense de Bastia. Faut aussi pas oublier Placide qui fait un début de saison exceptionnel. Moi, je vois pas beaucoup de matchs de Bastia en entier. Je les ai vus surtout à travers le multiplex depuis le début de la saison, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on voit des arrêts de Placide absolument exceptionnels, des parades réflexes et tout. Donc, ouais, il y est quand même pour beaucoup dans ce début de saison lui aussi. Voilà. Du coup, un petit prono pour ce match entre les deux équipes avec la meilleure dynamique, on va dire. C'est comme tu l'as dit, c'est pas facile. De partout, ouais, ça serait. De partout. On sait pas quoi dire, on dit de partout généralement. Ben voilà. C'est honnête. Ça marche très bien. De ta part, Etienne. Non, mais Bastia qui devra faire Santa Barès aussi, qui est suspendu. Mais s'ils reviennent avec une défense à 4, ce sera Harris qui sera à gauche normalement. Et je crois que c'est le plan. Ouais. C'est ce que Benoît Tavenot a dit, qu'ils n'allaient pas rester à 5 ou à 3 en fonction de la situation. Il a dit qu'ils allaient repasser à 4. Même si effectivement Dunkerque sur les côtés il y a de l'activité aussi, donc faudra surveiller. Rodriguez qui reviendrait en pointe potentiellement, histoire de faire tourner un petit peu. Ils n'ont pas beaucoup de solutions devant, hein. Il n'a pas évoqué précisément la ligne offensive. Après, comme beaucoup de coachs cette semaine, il a dit qu'au niveau de la rotation, ça serait peut-être plus au niveau du 3e match qui se poserait la question. D'accord. Parce que c'est le match le plus difficile physiquement et mentalement aussi. Donc voilà, mais voilà, il y aura quand même pas Tavares, et effectivement il y a un bel affront à laver, sachant que Dunkerque sur une belle série, qui sont bien allés chercher leur victoire la semaine passée, parce que avant ça c'était des courtes victoires, c'était 2 fois 1-0. Là ils ont mis 3 buts, donc je pense que ça va leur faire du bien aussi. Mais c'est pas facile à pronostiquer. Je partirais peut-être aussi sur un match nul. Je vais dire un partout pour pas voler l'astuce d'Étienne, pour pas que ça soit trop visible. Mais c'est vrai qu'un match nul, ça serait peut-être pas en plus une mauvaise opération pour les deux équipes au final, parce que tu gardes ta dynamique. Bastia va chercher un bon point à l'extérieur. Dunkerque poursuit sa dynamique aussi. Donc voilà. Moi je vois un 0-0. Moi je vois, je vois la défense bastiaise être plus forte que les vagues dunkerquoises, même si franchement entre Courtet, Bamou, voilà, on a Bardelli, on a vraiment une armada très très intéressante côté dunkerquois. Je me demande comment il s'appelle la recrue qui venait de Belgique là, et qui est-ce qu'on j'ai pas souvenir de l'avoir beaucoup vu. Peut-être qu'elle va jouer. Tellement de recrues à Dunkerque. J'ai oublié son nom. Les de l'équipe, donc c'est compliqué. C'était qui venait de Belgique, ça devait être Nsinghi, non? C'est ça? Oui, il y a Teyan qui a pas mal joué. Qui venait de Louvain. Oui, c'est ça, c'est ça. Il a fait 13 minutes contre Clermont. 13 minutes contre Clermont et 21 minutes contre Pau. Ah, c'est ça. Il n'est pas noté dans l'effectif, donc bizarre. Mais en tout cas, il y a vraiment des profils très intéressants dans cet effectif des Maritimes, donc à voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs, j'avais vu un commentaire sur YouTube qui disait à chaque fois que Dunkerque gagne, c'est l'équipe adverse qui a un flop. Bah là, franchement, avoir gagné contre Pau avec la manière 3-2, c'était plutôt un de nos tops. Et si on avait fait ce format-là, c'est aucun doute que l'USLD en aurait. Je l'avais mis en plus Dunkerque dans ma surprise de la saison. Bah ouais. On l'avait mis en avant pendant la preview de la saison, etc. Je l'avais mis dans mes surprises. Ça me permet de le redire maintenant qu'ils sont sur 3 victoires d'affilée. Franchement, sans vouloir te faire de l'ombre, Étienne, t'avais mis 3 dans tes surprises. Des prévisions, je sais pas si c'est une bonne idée. On avait dit Bastia, Pau et Dunkerque dans nos favoris. Moi j'avais dit 3 allait être une bonne surprise, donc je pensais que tu allais me parler de ça. Je pense qu'on va attendre un peu encore. Peut-être à la trêve. Il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses encore. C'est que la 5e journée. Voilà. Merci beaucoup les gars de m'avoir accompagné pour cette émission. Voilà, 40 petites minutes avant cette 6e journée qui va être passionnante à 20h45 ou 20h30, j'ai oublié. 20h30 ce soir. Voilà, rendez-vous sur maligue2.fr pour vivre le multiplex. Voilà, si vous n'avez pas BeIN. Et puis bien sûr, comme d'hab, les réactions assez rapidement, soit sur notre site le soir même, soit demain matin. Voilà, tranquillement, au réveil, au petit déjeuner.
Suivez-nous sur maligue2.fr pour ne rien manquer de l'actualité de la Ligue 2. Merci beaucoup, messieurs, et on se dit rendez-vous à la prochaine pour un nouveau débrief et peut-être des tops et des flops la prochaine fois. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut. Salut.